Bonsoir à tous, c'est l'heure de Rural Info, voici les titres. Le Conseil des ministres du mercredi 3 avril 2024 a annoncé la prise d'un décret pour définir les conditions applicables à l'exportation des bois et produits de bois en République du Bénin. Dans ce journal, le président de la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois, Bertin Akota, nous donne son avis sur la question. Un accent sera mis sur les valeurs nutritives du bois d'Angole, une denrée qui se démarque par sa rareté dans nos marchés. L'importance économique des dégâts causés par les mouches des fruits s'accroît aussi bien au niveau des manguiers de Case que des vergers de petits producteurs. Dans le dossier de ce soir, nous découvrirons ces ravageurs et les défis auxquels les acteurs sont confrontés dans la lutte pour protéger leurs récoltes. Météo du week-end à Pomassé dans le département de l'Atlantique, le ciel sera changeant, les températures oscilleront entre 27 et 34 degrés Celsius. La situation météorologique est assez fiable avec un risque de plus de 35%. Nous pouvons nous attendre à des éclaircies mais aussi à des formations brumeuses avec de légères averses de plus en plus rares. Le risque de pluie le dimanche est de 55%. Le soleil se lèvera à 6h47 et se couchera à 19h. Je l'annonçais il y a un moment, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de réorganiser le secteur de l'exploitation des produits forestiers au Bénin en implémentant de nouvelles mesures et modalités d'exploitation. Ces décisions font suite aux orientations stratégiques définies dans la nouvelle politique forestière du Bénin adoptée en février 2023 qui prévoit notamment le reboisement de 150 000 hectares de terre d'ici 2030. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement vise à mettre en place un système résilient de gestion et d'exploitation des espaces forestiers. Avec ces nouvelles mesures et modalités, il est désormais autorisé sur l'ensemble du territoire national l'exploitation d'essences de forêt naturelle dans le domaine protégé de l'État exclusivement à des fins de consommation nationale. Le gouvernement a également donné son accord pour l'exploitation et la commercialisation des bois provenant des plantations domaniales, des plantations privées et des forêts du domaine protégé de l'État conformément aux dispositions des tests réglementaires en vigueur. Cependant, l'exportation du bois issu des forêts naturelles du domaine classé de l'État et de toute essence de bois sous forme de produits forestiers non transformés est désormais interdite. Réagissant à ces nouvelles décisions, le président de la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois, Bertin Akota, s'est montré favorable et a exprimé le souhait que des mesures d'accompagnement soient mises en place pour faciliter la mise en œuvre de ces décisions. Suivons-le au micro de Cédric Bapi. Les mesures sont bienvenues par rapport à notre secteur, parce que c'est ce qu'on attendait. Il faut quand même actualiser les tests pour que ça soit conforme à notre aspiration, d'ailleurs, la transformation du bois. Donc, cette mesure est quand même salutaire, étant donné que quand on donne de la valeur ajoutée à un produit, c'est toujours bénéfique. Parmi les mesures d'accompagnement, nous espérons que la réduction du coût de l'énergie soit faite et aussi l'exonération des matériels de transformation. Parce qu'une chose est de décréter la transformation, c'est l'industrialisation en réalité, en termes clairs.
Mais est-ce que nous avons les équipements de pointe en matière de la technologie de transformation pour rentabiliser la production? L'intervention d'une technologie conviviale de production de charbon de bois plus efficace a été développée par Marc Mons, inspirée par la production traditionnelle de charbon de bois au Bénin et soutenue par l'expertise en pyrolyse en Belgique. La technologie a été reconnue en Belgique comme une innovation et le gouvernement belge a décidé d'octroyer une donation de 20 installations à des endroits déterminés par l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 à TDA 7. C'est bien sûr dans ce cadre que la dite agence a organisé une cérémonie de remise officielle couplée avec une séance de démonstration de réacteurs autorégulés pour la production de charbon. C'était aujourd'hui, vendredi 5 avril 2024. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le paysage des marchés alimentaires, une denrée se démarque par sa rareté et suscite un intérêt croissant, le pois d'Angole. C'est une légumineuse importante selon les diététiciens, bien que faiblement commercialisée. Au cœur de nos marchés, le pois d'Angole est presque inexistant. Cette légumineuse, devenue même rare dans les assiettes, comporte pourtant bien de valeurs nutritives. Le pois d'Angole, c'est un antibactérien. Quand vous consommez le pois d'Angole, vous serez à l'abri des infections virales. Vous voyez? Et après ça contient du sélésium. Le sélésium, c'est un minéral très important que tout un chacun de nous avons besoin de ce minéral pour renforcer le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, quand le système immunitaire est performant, vous ne serez pas vraiment en contact avec les infections, vous voyez. Et après ça nous apporte du magnésium. Le pois d'Angole est une légumineuse très polyvalente en cuisine, permettant de varier les plaisirs et de bénéficier de ses nombreuses vertus nutritionnelles. On peut consommer du pois d'Angole pour soigner les crises hémorroïdaires, tout en ajoutant des légumes. Le pois d'Angole nous apporte du zinc. Quand c'est préparé de cette manière, avec des légumes comme de la carotte, riche en lycopène, de la betterave qui nous apporte du fer, et en plus du pois d'Angole en question, on peut renforcer le taux d'hémoglobine. Et parce qu'aujourd'hui, au cours des consultations, on reçoit des femmes en gestation qui ont les problèmes de fer, comme les problèmes d'acide folique. Mais quand elles consomment ce genre de plat, elles peuvent tout de suite faire grimper le taux d'hémogramme. Avec toutes ses valeurs nutritives et sa capacité à se fondre dans de nombreuses recettes, le pois d'Angole pourrait bien devenir indispensable dans nos assiettes. Dans cette production du Septentrion, nous examinons de plus près une question préoccupante dans nos marchés. En effet, malgré une offre abondante de viande de bœuf, les bouchers peinent à écouler toute la quantité de ces viandes produites quotidiennement. Le trio Blondine Keguer, Ronel Goudou et Baïcha Dicharé nous apportent des éléments de réponse. Dans nos marchés, il est vendu de la viande du bœuf pour la consommation. Cependant, il a été observé que les vendeurs de cette viande ne parviennent pas à écouler toute la quantité de viande produite au quotidien. C'est le cas dans plusieurs marchés à Parakou. On se demande alors ce qu'il advient de toute cette viande non vendue. Il y a eu des moments où toute la production n'est pas vendue. La majeure partie est déposée dans les chambres froides pour la conservation. Au lendemain, il ramène dans les machines pour la vente. Une autre partie que les gens, toujours pour la conservation, utilisent la méthode traditionnelle en fumant ces viandes. Lorsqu'on sait que tout produit congelé ne doit pas être remis en chambre froide, une fois décongelé, que devient la viande? À cette question, l'agent de la police sanitaire répond ce qui suit. Tout produit congelé, une fois, dès que cela est décongelé, n'est plus susceptible d'être retourné dans une chambre froide. Quand la viande congelée
Je suppose qu'aujourd'hui, au soir, les vendeurs de viande vont déposer les viandes restées non vendues dans la chambre froide. Dès matin, dès qu'ils sortent cette viande-là, que la viande soit vendue ou pas, cette viande ne retrouve plus dans la chambre froide. Il faut forcément trouver un marché pour écouler cela. Et la plupart du temps, quand ça se passe comme ça, les bouchers ramènent cette viande-là chez eux. Pour Inoussa Orugura, vendeur de viande rencontré au marché de Zongo, il est important de conserver les viandes non vendues de la journée. Cependant, cette pratique n'est pas sans conséquences sur leur activité. La propriété, mais ça ne nous arrange pas nous autres. Quand on met la viande au champ, tu mets 5 kilos, tu sors ça, ça ne fait plus les 5 kilos. Si ça ne nous arrange pas, ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre, c'est le marché. Donc quand il y a le marché, tu vas vendre. Et quand il n'y a pas le marché, tu ne vas pas vendre. Dans la commune de Parakou, nous sommes en manque. Les champs froides, il n'y en a pas qui vont conserver les viandes de bœuf. La conservation des viandes non vendues dans nos marchés permet d'éviter le gaspillage alimentaire, mais peut altérer la qualité des produits. Une conservation prolongée peut entraîner une perte de poids et de qualité, ainsi qu'une augmentation du risque de contamination bactérienne et de moisissure. Les vergers de mangue sont des exploitations spécialement aménagées pour cultiver des mangues. Au-delà de la beauté des fruits mûrs et juteux que nous trouvons sur les marchés, il y a un acte discret mais crucial qui fait surface, la mouche des fruits. Dans le dossier, nous allons explorer ces ravageurs et examiner les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés dans la lutte pour protéger leur récolte. Rebecca Kanfoui-Kansou, Ronel Goudou et Maurice Landé. La mangue, ce fruit saisonnier qu'on retrouve sur les étalages des marchés, demeure une vedette incontestée pendant les mois chauds. Derrière l'engouement que suscite sa consommation, se cachent des défis liés à sa production occasionnée par les insectes ravageurs. Sur le manguier, les ravageurs les plus importants sont les mouches des fruits de la famille des Tephritidés. Et au nombre de ces mouches des fruits, il y a 2 qui sont extrêmement importantes, dont une qu'on appelle Batrocera dorsalis, qui est une espèce exotique, c'est-à-dire qui n'est pas originaire du Bénin, mais qui est plutôt venue d'ailleurs, et une espèce indigène, donc qui est originaire du Bénin, qu'on appelle Ceratitis corsera. Cette menace constante cause d'énormes dégâts, ruinant les fruits et compromettant les bénéfices des agriculteurs. Alors que les mangues atteignent leur maturité, ils font face à un défi de taille, protéger leur récolte des ravageurs que sont les mouches de fruits. Pour la mangue, ce qui est constaté, c'est surtout de grandes pertes. Déjà au niveau du champ, nous avons la mouche des fruits qui se développe au niveau des manguiers. Il y a eu un programme de lutte biologique qui avait été développé pour contrôler la population de la mouche des fruits. Bon, certainement, le suivi de ce programme a relâché un peu, mais ces derniers temps, ce qu'on constate est que de grandes pertes continuent de s'observer et c'est toujours au détriment du producteur. Plusieurs méthodes de lutte biologique sont portées par des projets pour contrôler la population des mouches de fruits de manière écologique et sauvegarder les récoltes. Ce sera un projet qui permettra donc de revoir le système de culture et de contribuer à réduire donc, de façon durable les ravageurs de ces systèmes. En Afrique de l'Ouest, la cochenille farineuse du manguier est signalée dans 11 pays dont le Bénin et le Togo. Dans ces pays, le ravageur a été contrôlé grâce à des produits importés de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA Bénin.
Direction Inter, en 2022-2023, la production de coton a été désastreuse, mais elle devrait grimper de 77% en 2023-2024 pour atteindre 1,33 million de balles. Elle devrait encore progresser pour atteindre 1,39 million de balles lors de la prochaine campagne, soit une augmentation de 5% selon le département de l'agriculture des États-Unis. La consommation pour la campagne 2024-2025 devrait rester stable par rapport à l'année précédente à 26 000 balles. Les exportations devraient rebondir de 81% pour atteindre 1,36 million de balles en 2023-2024 grâce à l'augmentation de la production, l'amélioration du transport et la levée des sanctions envers le Mali. Elle devrait légèrement augmenter pour atteindre 1,37 million de balles en 2024-2025. Dans le reste de l'actualité, le bassin du Congo, qui s'étend sur 6 pays, est le deuxième plus grand massif forestier tropical après l'Amazonie. Il est menacé par l'exploitation minière, pétrolière, gazière et l'agriculture industrielle. L'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à l'innovation pour soutenir la création des laboratoires vivants en éco-innovation dans cette région afin de développer des solutions durables aux défis environnementaux et sociaux. Les entreprises, organisations, collectivités locales et institutions académiques impliquées dans les 6 pays du bassin du Congo peuvent répondre à cet appel à candidature qui prend fin le 29 avril 2024. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et prenez soin de vous.